Donc cette journée-là a vraiment pour vocation, en tout cas pour idée, de la manière qu'on vous la propose, c'est de vous donner l'ensemble des clés, l'ensemble des enjeux pour enclencher une démarche d'éco-conception sur l'agroalimentaire. Donc pour cela, on vous propose une intervention un petit peu ping-pong entre nos deux intervenants. Donc vous avez Loïs Morera du pôle éco-conception et Xavier Terlet de XTC. Alors, les stratégies d'éco-conception, donc on a essayé de vous rassembler plein de stratégies d'éco-conception, mais là, on va essayer de refaire un focus dans le cycle de vie du produit, donc de la recette, de la formulation de la recette, de la ferme, des processus de transformation, de la logistique, de l'emballage, de la dégustation et de la fin de vie. Et on va essayer de jouer là, on va faire un focus sur les stratégies utiles à la formulation d'une recette éco-conçue. Oui, donc regardons ce qui existe, on va dire sur la recette et donc la recette c'est le choix des ingrédients, hein, soyons clairs. Donc le choix des ingrédients, donc des ingrédients évidemment plus naturels avec un minimum d'intrants chimiques tels que les pesticides, les fongicides qui reviennent. Là, il y a tout un débat sur les fongicides et des nouveaux fongicides qui seraient très dangereux pour le consommateur. Ça a encore fait un article dans le Figaro et Libé la semaine dernière. Donc ça va revenir. Hein. Enfin tous les intrants qu'on peut connaître. Ingrédients bio. Alors aujourd'hui, demain vous voulez vous lancer sur le bio, vous serez en concurrence avec les marques de distributeurs, faut le savoir. Hein. Le bio, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut acheter du bio, discount, on l'a dit tout à l'heure, chez Lidl, hein, chez les discounters. Aujourd'hui, le bio est devenu un marché de masse. Donc si demain, une TPE, une petite entreprise veut aller sur le marché du bio, pourquoi pas, c'est bien, il y a un potentiel extraordinaire, mais il sera nécessaire de raconter autre chose. Que du bio. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, le débat sur le bio cohérent, d'ailleurs, qui est lancé par le patron de Biocop, hein, qui lui, effectivement, veut garder son leadership, dit, nous, notre conception du bio, elle est globale, c'est un bio cohérent, en cohérence avec des valeurs éthiques du consommateur en termes d'origine, de proximité, de bien-être animal, etc., d'autres valeurs. Donc voilà, le bio n'est pas une fin en soi, loin de là. C'est une obligation de moyens, et aujourd'hui, ça devient tellement une recherche du consommateur que le volume commence à être là et que les grandes marques sont là et que les marques distributeurs sont là déjà depuis pas mal de temps. Donc, on est dans une démarche de discount, ce qui n'est pas forcément intéressant pour vous, sauf si, effectivement, au-delà du bio, vous êtes en mesure d'apporter d'autres éléments de différenciation que ne peuvent pas jouer les marques distributeurs ou les grandes marques et qui sont des éléments attendus évidemment en termes de bénéfices par le consommateur, en termes de goût, en termes d'origine, des ingrédients, en termes de façon de procéder et de communication que vous pouvez faire, que ne peuvent pas faire toutes ces grandes marques. On le voit également en termes quand on joue sur la recette. Aujourd'hui, il y a... Alors, tout ça est conjoncturel parce que les débats dans la presse, les grands débats, on a parlé beaucoup des pesticides et on arrive à ce type de garantie. Est-ce que là, on a une démarche d'éco-conception? Oui, sans doute. La petite coccinelle, hein, sans pesticides, mais vous voyez en termes de marketing la force du message. Qu'est-ce qu'on vend là? On vend des petites tomates ou on vend du sans pesticides? Je me pose la question, moi, sur le marketing de ce produit, de la communication de ce produit, où à force de dire qu'on est sans pesticides, on dit peut-être pas forcément ici que ces petites tomates, elles ont du goût. On a peut-être oublié ça et que quand un consommateur achète des tomates aujourd'hui, qu'est-ce qu'il recherche? Avant tout, voilà. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Panzani aussi. Vous voyez, c'est pas les petits, hein, c'est aussi les grands. Aujourd'hui, zéro résidu de pesticides. Alors comme ça a été dit tout à l'heure, quand on crée ce genre de choses, quand on crée ces alertes, ces warnings pour le consommateur, eh bien, on fait les alertes à des consommateurs qui n'étaient pas alertés aussi. Hein. C'est peut-être anxiogène, ça peut être angoissant pour le consommateur. Et les rayons d'à côté, parce que Panzani ne fait pas ça sur tous ses produits. Donc il y a un danger à dire celui-là est sans pesticides, mais ça veut dire que les autres, vous ne marquez pas ça, il y a des pesticides, on peut se poser la question. Voilà, également, tout ça pour dire aussi, quand je choisis des grandes marques ou des marques distributeurs,
c'est pour montrer qu'on est là, même avec une démarche d'éco-conception, dans une démarche de discount, parce que la marque Casino, c'est une marque discount. Là, les purées de brocolis, de carottes et autres de Casino, qui nous marquent sans résidus de pesticides. Si demain, vous voulez lancer sur des purées surgelées de légumes sans pesticides, vous serez directement en concurrence avec ces gens-là. Donc, il est clair qu'il faudra aller au-delà ou peut-être être porteur d'un bénéfice supplémentaire pour le consommateur. Un autre exemple, là, c'est une TPE. Voilà, vous avez retenu le produit. Non, voilà. Ça, c'est le danger, je le dis tout de suite, hein, notamment des TPE qui veulent tout dire. Et quand on dit tout, on dit rien. Il faut savoir que le consommateur, il a 12 secondes par rayon pour choisir son produit environ. Hein, donc ça va très très vite. Je parle bien sûr en grande distribution, supermarché ou hypermarché. Donc ne cherchons pas, là c'est du marketing, mais à tout raconter sur le produit. Voilà, il y a différents relais. Et puis il y a toujours un message fort. Est-ce que vos produits, vous avez le droit de dire que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la planète, que c'est bon au goût, mais donner un ordre à tout ça. Il faut qu'il y ait une première promesse, une motivation d'achat, et en l'occurrence là, en voulant tout dire, parce que là, je lis ce qui est en gros, hein, parce que le petit, je peux pas le lire, mais collaboratif, engagement environnemental, engagement sociétal, engagement social, 100%, voilà, 100% de la ferme, etc., etc. Voilà, on veut tout dire, et puis globalement, bon voilà, on dit pas grand-chose, et ça va intéresser que les militants dans les supermarchés, et il n'y en a pas beaucoup. Et encore, les termes sont tellement vagues que finalement, ça touche pas grand monde. Donc, des stratégies sur la recette, donc on en a développé plusieurs. Des stratégies sur les ingrédients, donc on les a mis en grandes catégories. Les stratégies sur la recette et l'organisation dans l'entreprise, des stratégies sur des cas particuliers d'ingrédients, et sur des tendances qu'on voit en agroalimentaire. Donc sur les ingrédients, donc tout à l'heure on parlait de viande, donc c'est un sujet, hein, la viande. Dès qu'on met de la viande dans un produit, de toute façon tous les autres ingrédients on les verra plus dans une analyse environnementale. C'est vraiment la viande qui va créer des enjeux environnementaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les viandes ne se valent pas et n'ont pas le même impact sur l'environnement, et qu'en plus, quand on vous donne dans les analyses du cycle de vie les indicateurs sur quel est l'impact d'un kilo de viande, en fait, on vous donne pas le kilo de viande, on vous donne le kilo de vache vivante. Donc en fait, il y a un taux de carcasse à avoir aussi. Et finalement, en fait, les impacts sont encore plus importants, et parce que vous voyez sur une vache, par exemple, entre le poids net d'une vache et ce qu'on va vraiment récupérer en termes de viande, ben, suivant l'animal, il va varier en fonction de ce qui va se retrouver dans le plat au final, quoi. Donc, il y a ces enjeux-là vis-à-vis de la viande. Donc, comment on pourrait faire ? On pourrait aussi comparer sur les systèmes aussi biologiques. Est-ce qu'une viande bio est mieux qu'une viande non bio? Alors ça aussi, l'analyse du cycle de vie essaye de présenter tout, d'analyser ça. Et puis finalement, le bio qu'on pense écologique, et ben finalement, quand on regarde dans les détails des chiffres, c'est pas si clair que ça sur les enjeux environnementaux. Et parfois, c'est même plus impactant le bio, pour différentes raisons. Sur du végétal, la raison, c'est le fait qu'on ait des rendements moins bons à l'hectare, et que du coup, parfois, on a des traitements mécaniques de tracteurs, etc., qui fait que finalement, on va générer plus d'impact sur du bio. Donc le bio, c'est des enjeux sur les pesticides, etc., mais ça ne veut pas forcément dire que sur l'ensemble des indicateurs environnementaux, on est vraiment bon partout. Donc on va avoir des rendements à l'hectare qui sont moins bons, et du coup peut-être plus de mécanisation qui vont créer des enjeux environnementaux. Et sur de l'animal, en fait, les durées d'élevage sont plus élevées en bio, du coup l'animal va manger plus parce qu'il vit plus longtemps. Et du coup, il va générer plus d'impact sur le long de sa vie. Donc, il y a tout ça qui compense. Il y a peut-être des entrants moins impactants, mais il y a d'autres choses qui se passent qui font que finalement, c'est pas si clair que ça. Et finalement, l'analyse du cycle de vie est très mal paramétrée encore pour l'instant pour mesurer tout ce qui est vivant, tout ce qui est végétal.
dans tout ce qui se passe dans les champs, exactement, entre la captation du CO2 des plantes, etc., la captation du CO2 dans le sol, et ben, c'est encore mal paramétré, du coup, ben, c'est pas forcément encore le bon outil pour comparer ces systèmes. On peut aussi réfléchir sur le choix des viandes, la qualité de la viande, sur le choix des morceaux de viande. Dans un animal, toutes les viandes n'ont pas le même prix. Elles sont plus ou moins prisées. Du coup, ben, on a tendance à vouloir aller sur de la qualité, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions aussi sur le prix? Parce que si on veut tous le même morceau de qualité, ben, on va doper ce prix-là, et puis à côté de ça, on va avoir des viandes moins bonnes. Bah, du coup, on peut avoir des réflexions sur une répartition des impacts sur ces viandes. Et moins elles sont chères, moins finalement elles auraient d'impact sur l'environnement parce que moins prisées. Et du coup, on pourrait créer des produits qui pourraient être low cost sur ces enjeux viande en fonction des paramétrages de calcul qu'on peut réaliser sur des analyses environnementales. Donc il faut bien faire attention aussi à ce qu'il y a derrière par rapport à ça, quoi. On peut réfléchir aussi à la proportion de la viande que je vais introduire dans mon plat. Donc, je l'ai déjà introduit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'industriels qui se fixent des taux, qui se fixent des contraintes dans des cahiers des charges. Et en fait, quand on discute avec eux, eh ben, on n'a pas vraiment intellectualisé cette contrainte. On se la fixe, mais en fait, c'est un copier-coller de cahier des charges qui dure depuis des années. Et finalement, personne n'a la science de se dire, mais pourquoi cette contrainte existe dans le cahier des charges, quoi? Qui me l'a fixé, pourquoi, etc. Donc il y a des réflexions aussi qu'on pourra avoir là-dessus. C'est pas dire d'aller sur le zéro viande. Voilà, il faut aussi se dire les choses. C'est que des lasagnes à la viande, si je les remplace par des lasagnes végétariennes, je fais plus le même produit. Donc c'est deux choses différentes, des marchés différents, des communications différentes. C'est plus le même produit à la fin. Donc c'est pas les lasagnes à la viande sont pas éco-conçues, les lasagnes végétariennes sont éco-conçues. C'est pas tout à fait ça que je dis. C'est une question de proportionnalité. On peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure, se dire il y a différentes viandes qui ont différents impacts. Et si je veux réduire mon impact environnemental de mon plat, je pourrais essayer de mixer les viandes, de mettre une viande de qualité qui peut être impactante avec une viande qui est moins impactante, un autre type de viande, etc. Et mixer ces choses-là. Après, il faut donner du sens dans tout ça. Là, j'explique des stratégies pour réduire des notes environnementales, mais derrière, il va falloir donner une cohérence dans tout ça, quoi. Il y a un gros défi marketing derrière pour aller proposer ce genre de produit, quoi. On peut aller jusqu'à la substitution de viande par des simili-carnés. Donc ça, c'est des grosses tendances dans l'agroalimentaire. On voit beaucoup de produits arriver là-dessus. Il y en a qui vont s'en sortir, il y en a qui vont pas s'en sortir. Et finalement, quand on voit ces produits, ils font pas spécialement rêver. Quand on les goûte, il y a des choses parfois déroutantes. Et du coup, il va y avoir un équilibrage du marché là-dessus. Et il va falloir aller sur des produits de plus en plus crédibles en termes de simili-carnés. Et ça va être des enjeux dans les prochaines années pour aller toucher justement ce marché de flexitariens aussi. On peut aussi avoir de la saisonnalité dans la viande. Quand j'ai commencé à travailler sur l'agroalimentaire, j'avais pas conscience de ça. On parlait beaucoup des légumes, des fruits, etc. Mais en fait, dans les viandes aussi, il y a de la saisonnalité. Comment j'intègre de la saisonnalité dans mes plats cuisinés? On va revenir sur la saisonnalité tout à l'heure. Mais comment, dans un processus industriel où je veux standardiser mon plat avec les mêmes codes, les mêmes goûts, etc., toute l'année, etc. Comment, dans un processus industriel, j'intègre cette saisonnalité et donner ce sens dans le produit? Parce que finalement, proposer le même produit toute l'année, peut-être qu'on perd le sens dans le produit. Peut-être que sur certains produits, il serait intéressant de retourner sur la saisonnalité. Et on le voit, la saisonnalité dans les grands restaurants, ils sont en fonction du marché, du matin, etc. La carte change, évolue tout le temps. Et on se rend compte que cette tendance de faire une carte de saison, elle entraîne dans les restaurants de descendre dans des restaurants de plus en plus moyenne gamme, voire bas de gamme, où on va avoir des cartes à la saison. Ce qui était réservé aux très grands restaurants, ces logiques-là de saisonnalité, on va les retrouver en restaurant dans des produits. Alors pourquoi pas dans des logiques industrielles, et comment tout ça se manigance? Le bien-être animal est un élément de plus en plus, je dirais, médiatique. On en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que
parce qu'il y a des relais dans les médias, tout le monde connaît les fameuses vidéos qui ont été volées dans les abattoirs, etc. Bon, le consommateur, il a ça sous les yeux, c'est pour lui inadmissible. C'est inadmissible, notamment il y a une population qui ne supporte pas ce genre de choses et ce sont les enfants. Les enfants réagissent très très mal à ça. Donc aujourd'hui, on voit venir des produits qui commencent à mettre parfois maladroitement en avant le traitement animal. Alors simplement là, aujourd'hui, il y a 5 principes qui ont été énoncés, qui font figure de référence dans le domaine du bien-être animal. C'est l'animal ne doit pas souffrir de la faim et de la soif, ne doit pas souffrir d'inconfort, ne doit pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies, pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce et ne pas éprouver de peur ou de détresse. Bon, quand on voit ça et quand on sait ce qu'est aujourd'hui l'industrie alimentaire et qui utilise des animaux, on peut effectivement se poser des questions parce que ce qui se passe dans les abattoirs, le transport des animaux, la nourriture des animaux, le stockage des animaux. Donc effectivement, il y a sans doute beaucoup à faire à ce niveau-là. Attention toutefois, en termes de marketing, on n'achète pas un produit dont le seul bénéfice est le bien-être animal, évidemment. Donc là, j'ai mis ce produit en exemple parce que c'est le premier qui a fait ça il y a quelques années, qui avait présenté ce produit-là d'ailleurs au Cial. C'est Duc qui propose un poulet élevé dans le respect du bien-être animal, nourri sans OGM ni antibiotiques, avec une alimentation 100% végétale. La volaille est française. Bon, ça reste du poulet. Un poulet, on sait ce que c'est. Donc, ce sont des garanties supplémentaires sur le poulet. Là, je trouve que le marketing de ce produit est plutôt bien fait. Sachant que quand le consommateur achète un poulet, il achète un poulet qui va cuire chez lui. Donc voilà, il achète ça et en plus quand il voit qu'effectivement ça respecte le bien-être animal, ça peut être un encouragement à acheter le produit ou à réacheter le produit s'il découvre les informations chez lui. Après, on peut faire comme Brocéliande a fait depuis 2 ans sur sa... Brocéliande, c'est la marque de charcuterie de la coopérative Cooperl, qui en a fait une marque. Voilà. C'est du jambon bien élevé, c'est du saucisson bien élevé. Voilà, donc bon, on peut se poser la question. On peut se poser la question parce que Brocéliande a aussi d'autres marques que la marque bien élevée. Donc ça voudrait dire que le reste des produits de Brocéliande sont-ils mal élevés? J'en sais rien. En tout cas, c'est bien élevé. On nous dit nos cochons ont grandi sans antibiotiques dès la naissance. Jusqu'à présent, c'était jusqu'au sevrage, et maintenant, c'est dès la naissance. Donc, on va très, très loin dans un point du bien-être animal, parce qu'on ne sait pas si les cochons, ils sont je sais pas, dans des conditions d'élevage acceptables, s'ils sont transportés dans de bonnes conditions, etc., etc. Donc, en tout cas, sur un point du bien-être animal, le Brocéliande en fait un plus produit, un bénéfice, et c'est son principal bénéfice. Moi, je me pose la question, encore une fois, si le consommateur ira vers ce type de produit, le saucisson, bon, ce sont des mini saucissons certes, mais il n'y a rien de plus que ça. En termes de goût, en termes je sais pas, de variété, d'autres choses, non. Le bénéfice est mis en avant, et là, uniquement le bien-être animal, donc le côté éco-conception du produit, je pense pas, moi, que ce soit durable. Le lapin, là aussi, bon, des éleveurs responsables, c'est la marque du produit, c'est en haut, c'est bien des couples de lapins issus d'élevage responsable, en large enclos, nourris sans OGM, issus de la filière bleu-blanc-cœur, donc nourris à graines de lin, etc. Donc là, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. On achète ça, c'est une barquette, c'est du lapin, mais il y a quand même les Piriaux là nous apportent un nombre de garanties sur l'élevage des lapins et la nourriture qu'ils ont eue. De la même manière, la viande de volaille élevée dans le respect du bien-être animal, c'est indiqué, alors ça c'est en Allemagne, des espaces plus aérés, nourris sans OGM, conformément au label allemand pour plus de bien-être animal. Il y a un label en Allemagne qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas qui permet de garantir une forme de bien-être animal. Moi je crois que toutes ces notions-là, il y a d'autres relais que la simple étiquette
pour communiquer aux consommateurs. Ça peut être des sites internet, ça peut être de la communication presse, ça peut être je sais pas, des portes ouvertes dans les usines, dans les lieux de production, etc., etc. Il y a attention, le packaging et l'étiquette ne fait pas tout en termes de communication. Il y a d'autres relais, et notamment ce genre d'information peut facilement passer sur d'autres relais et pas forcément en frontal sur le packaging. Alors le pire que tout, c'est ça. Alors ça existe, c'est vendu chez Biocop en ce moment, l'œuf qui ne tue pas la poule. On parlait parfois de créer un problème aux consommateurs qui ne soupçonnaient pas auparavant. Moi, je savais pas que quand j'achetais un œuf, je tuais une poule. Je n'ai pas compris ça. Or, il s'agit d'expliquer aux consommateurs qu'effectivement, les poules sont habituellement tuées à l'âge de 18 mois, quand elles ont fini de pondre, en gros. Après, on en fait, je sais pas, des croquettes pour chien ou pour chat, j'en sais rien. Mais là, l'industriel, donc, enfin l'industriel, la structure qui a Pool House, là, qui a lancé ça, une start-up, a décidé de laisser les poules vivre toute leur vie. Donc, il y a des sortes de maisons de retraite pour poules qui sont élevées en plein air et puis qui meurent de leur belle mort à la fin de leur vie. Bon, pourquoi pas, c'est gentil, c'est sympa, sauf que le produit, il y a 6 œufs à l'intérieur, c'est vendu 6 € les 6 œufs, 1 € l'œuf. Il faut savoir qu'un œuf déjà bio, c'est 50 centimes d'euros l'œuf, donc là c'est le double du prix, c'est inimaginable, surtout le succès de ce produit, moi j'y crois absolument pas, surtout qu'on crée un problème aux consommateurs. Aujourd'hui on dévoile quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas, donc là ça va être assez difficile. Vous voyez le marketing de ce produit, c'est clair, la marque en soi, c'est le bénéfice, on peut dire éco-conception, en tout cas le bénéfice éthique du produit, et qui prend une place considérable. Donc c'est un pari. Donc on peut aussi réfléchir en termes de substitution d'un végétal à un autre, dire dans ma semoule, dans mon taboulé, je mets des tomates. Les tomates, c'est impactant. Je vais remplacer les tomates par du concombre, par exemple. Donc je pourrais avoir ces réflexions-là, de se dire comment je substitue un végétal à un autre. Le problème, c'est que ce genre de réflexion, elle pourrait être intéressante, mais les analyses du cycle de vie ne donnent pas assez de distinguo entre les différents types de produits. Et même sur la tomate, ça varie tellement en fonction de si elle est d'une serre, d'où elle provient, si elle est en terre ou en hors sol, etc., etc. Donc il y a telle diversité dans les tomates que même d'avoir une analyse par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué. Mais ça pourrait être des réflexions de dire je donne du sens dans les ingrédients que je vais mettre dans mon produit en substituant d'un à l'autre ou en ayant des réflexions sur les filières pour avoir du sens. On revient aussi sur la saisonnalité. Comment j'intègre la saisonnalité dans un processus industriel? C'est des réflexions qui sont complexes à avoir. Comment je peux garantir cette saisonnalité, comment je peux la mettre en œuvre, qu'est-ce que ça veut dire sur mes capacités de stockage, sur les modes de conservation, sur le fonctionnement de l'entreprise aussi, d'avoir des pics de production à certains moments et pas pouvoir étaler ça dans la saison, comment je diversifie mon activité sur d'autres saisons. Donc il y a tout un tas de réflexions à avoir et ça doit être vraiment une logique intéressante. Par exemple, moi j'ai rencontré une entreprise qui fait des pots pour bébés. Ils ont 4 saisons et ils ont des formulations, une vingtaine de recettes par saison en fonction de ce que les maraîchers sont capables de ramener dans l'entreprise à telle saison. Et ils sont même capables d'entretenir des ruptures, de dire en fait ce produit-là, on peut plus vous vendre ce pot malgré qu'il soit dans la saison parce que en fait, et ça donne du sens dans le produit, de dire mais en fait c'est vraiment des produits frais, etc. parce qu'ils sont capables d'avoir des ruptures. Donc d'entretenir la rupture, etc. Ça peut avoir des enjeux intéressants. Alors il faut savoir ces canaux de distribution, comment on fait, etc. Et ça va pas forcément plaire aux grands distributeurs d'avoir des produits qui changent tout le temps, etc. Donc il faut comprendre tout ça et ce que l'on veut faire par rapport à ça. Pour rebondir là-dessus, je cite un exemple qu'a lancé Florette ou Bonduel, je ne me souviens plus, l'un des deux, en 4e gamme, en sachet de salade, qui a créé un produit justement qu'il appelle produit de saison. La marque est toujours la même, le sachet est toujours le même, mais la salade à l'intérieur change.
Hein. Donc le consommateur est certain d'avoir un produit de saison, mais bon, c'est pas la même salade, c'est ce qu'il a pu avoir dans la semaine ou dans le mois de vente. Donc c'est des réflexions qu'on voit arriver chez les restaurateurs, et ben pourquoi pas chez les industriels, et ça va des tendances qui vont être de plus en plus fortes. Tout ça aussi pour vous dire que dans les cahiers des charges, moi quand je rencontre des industriels en fait et que j'analyse les cahiers des charges, je me rends compte qu'il y a plein de critères qui se fixent. Et finalement, quand je les interroge sur ces critères, ils ne sont pas forcément très clairs sur pourquoi ils se sont mis ces critères-là. Et du coup, il y a des marges d'éco-conception à aller chercher aussi dans les critères sur être moins exigeant sur certaines conditions. Alors, ça peut être du calibrage, ça peut être des couleurs sur de l'agroalimentaire, etc. Qui vont vous permettre aussi de dire, OK, je suis moins exigeant, mais du coup, tu me fais un prix réduit parce que je vais t'acheter des volumes que tu pourrais pas vendre ailleurs, etc. Et du coup, on peut aussi aller capter des marges là-dessus. Et en plus de ça, on va aller redonner du sens et transformer ça dans un argumentaire marketing qu'on pourrait faire derrière. Donc ça pourrait avoir du sens de réfléchir sur ces marges. Après, on a des choses qui sont un peu anecdotiques, hein, comme les gueules cassées, etc. Alors les gueules cassées, quand ils vendent des fruits et légumes, bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant quand ça devient dans un processus industriel, qu'il commence à avoir ce genre de réflexion de plus en plus dans un processus industriel, ça peut aussi avoir intéressant. Faut se méfier aussi, on va voir tout à l'heure sur les fausses bonnes idées là-dessus, c'est-à-dire quand vous faites des compotes, on vous prend pas des belles pommes, etc. On vous prend en général ce qui était déclassé, etc., qui sont pas vendus comme pommes qu'on va voir en rayon, quoi. Donc il faut se méfier de ça aussi, du faux argumentaire par rapport au déclassement des produits, etc., parce qu'il y a des tas de produits transformés qui sont déjà du déclassé. Donc faut que ça reste cohérent, que ça ait du sens et que ça aille plus loin que les concurrents, sinon c'est pas valable, quoi. Il faut aussi voir la réalité du bénéfice économique. Quand on parle de ce type de produit, on a tous en mémoire les produits moches d'Intermarché l'année dernière, il y a 2 ans. Faut savoir que les magasins qui ont fait ça, c'était pas forcément rentable, ne serait-ce que la logistique. Les produits comme ça sont pas calibrables, hein. Donc on en met moins dans la cagette. Enfin voilà, avoir et l'approvisionnement de ce type de produit était relativement coûteux par rapport évidemment à des produits classiques, hein. Donc la rentabilité n'a jamais été prouvée pour ce type de produit. Ça a été un excellent coup de com' pour Intermarché, mais pas du tout un bénéfice commercial en tout cas. Du coup, on a aussi des réflexions sur quelle est la juste quantité. Quelle est la juste quantité de produits en fonction de nos clients, de nos marchés. Avant, on avait des emballages qui étaient régulés, c'est-à-dire qu'un yaourt était 125 grammes et tous les fabricants de yaourt devaient se caler là-dessus. Et puis finalement, il y a une directive européenne qui est sortie pour justement déstandardiser les formes et les formats. Et du coup, ça laisse le champ libre aux industriels de profiter de ça pour proposer d'autres formats plus adaptés à leurs consommateurs, à leurs clients, pour limiter le gaspillage, par exemple. Alors, pour l'instant, les industriels en profitent plutôt pour vous proposer le même produit au même prix avec moins de matière. C'est toujours un yaourt, vous n'avez pas vu la différence, mais au lieu de faire 120 grammes, il fait 112 grammes ou 110 grammes. Il y a 15 grammes gagnés par yaourt. Si vous multipliez ça par des milliards de yaourts, eh ben, vous vous rendez compte que vous margez beaucoup plus. Moi, j'ai le cas d'un industriel qui fait des yaourts et en fait qui s'est placé sur un marché un peu particulier, qui est les cantines scolaires dans sa région, et du coup qui s'est rendu compte que le yaourt de 125 grammes, c'était pas possible dans les cantines, ils n'étaient jamais mangés en fait en entier. Du coup, ils sont descendus à, je crois, 100 grammes pour qu'il n'y ait plus de gaspillage dans les yaourts. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir, mais il est sur un marché spécifique qui a du sens, etc. Et les clients, du coup, ont compris qu'ils payaient le yaourt moins cher par rapport à ce sens que ça donnait, et du coup, on limitait le gaspillage, qui est un enjeu important. Là, je citerai un autre exemple très révélateur qui a été, il y a une marque connue, c'est la marque Charal, il y a 5 ou 6 ans, qui a lancé un steak, les steaks hachés classiques que l'on connaît font à peu près 100 grammes, pour 100 grammes. Qui a lancé un steak de 80 grammes seulement et qui l'a vraiment positionné pour les petits appétits. Vraiment, c'était la marque du produit, 80 grammes seulement.
et pourquoi il a lancé ce produit. Il a vraiment là, et c'est important d'y associer un bénéfice, parce que c'est pas pour faire ce que font effectivement, vous avez raison, faut bien regarder le grammage des produits, parce que des yaourts à 112 grammes, etc., on commence à en voir, et il y a moins de matière, mais le prix est resté le même. Là, en l'occurrence, le prix était légèrement inférieur, mais surtout c'était un bénéfice qui se basait sur une volonté des consommateurs. Toutes les pères de famille et mères de famille ici présents, moi j'ai des filles, je vous assure que le steak haché c'est royal, hein, les enfants ils adorent ça, c'est des trucs faciles à manger, généralement on met un peu de purée à côté ou des pâtes et ça fonctionne très très bien. Sauf que le gamin, on a tous vu ça, le gamin il arrive, il y a son steak haché, il met du ketchup bien sûr parce qu'il adore ça, c'est un chantier pas possible, l'assiette à la fin du repas, et il reste et on est obligé de mettre ça à la poubelle parce que c'est pas présentable. Et ça, pour un consommateur, c'est de l'argent mis à la poubelle, directement à la poubelle. Donc l'idée de créer un steak plus petit pour les enfants, mais pas seulement, aussi pour les petits appétits, il y a des gens pour qui 100 grammes c'est trop, et là pour le coup intervient comme un vrai bénéfice pour le consommateur, et en plus on a moins de matière, et avec un prix légèrement inférieur. Donc là ça a une réalité, et c'est pas ce bénéfice-là ne peut pas être appliqué sur d'autres produits où la notion de produit plus petit, peut-être pour les yaourts dans les cantines, peut-être pour le steak vis-à-vis d'une mère de famille, mais pas forcément pour l'ensemble des produits. Alors maintenant la proximité, on nous parle beaucoup des mots nouveaux, locavore. Locavore maintenant, bon, comme si le consommateur voulait absolument manger que local. Oui, le local est intéressant parce que l'alimentation est très liée à l'imaginaire, très liée à l'imagination de ce que l'on fait, de ce que l'on mange. Donc c'est sûr qu'un produit qui vient de loin, d'un pays lointain qu'on ne connaît pas, ça ne représente pas grand-chose pour le consommateur. Et si on lui dit, ça vient de telle région, là, dans le Puy-de-Dôme, là, etc., tout de suite, on imagine le village, on imagine la route pour y aller, etc. On connaît. Donc, ça fait travailler l'imagination, et tout ça est une forme de plaisir, en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs approches. Bon. On en voit de plus en plus des marques comme ça. Le poulet d'ici, on a eu le lait d'ici. Ça, c'était une formidable astuce marketing. Le premier lait d'ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre, ce pack bleu de lait. L'industriel que je connais qui a lancé ça est un type qui a beaucoup d'idées, qui faisait des produits premier prix, bas de gamme, bas de rayon, en lait, donc un tétrapack classique de lait premier prix. Il se trouve qu'il a eu l'idée géniale de mettre au lieu de mettre son pack, le mettre en blanc, le mettre en bleu et marquer le lait d'ici, en assurant que la traite des vaches avait eu lieu dans un rayon de 300 km autour du lieu de production du lait. En gros, tout le monde fait ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais il en a fait un avantage. Il en a fait un avantage et ça a formidablement marché. Donc aujourd'hui, des industriels font des produits qui se revendiquent d'ici, on en voit de plus en plus. Ça peut avoir son intérêt si derrière il y a effectivement une preuve. Le lait d'ici pour dire le lait d'ici ou le poulet d'ici, si effectivement il est d'ici mais d'où on ne sait pas, si c'est du coin où on achète le produit, là effectivement ça a un intérêt, encore faut-il raconter l'histoire. Là, c'est autre chose. Là, c'est Tribala, donc en Bretagne, notamment, qui fait les marques qu'on connaît, Sojasun, ou les marques vraies en produits laitiers bio, qui fait également des fromages. Le Petit Breton, qui est très connu en Bretagne, et qui justement s'engage avec des éleveurs à collecter le lait dans un rayon de 20 km de la laiterie, et qui le dit avec une petite information. Le produit se vendait très bien jusqu'à présent. Il se vend encore mieux avec cette indication. Donc, c'est pas un véritable... C'est un plus produit, certes, c'est une réassurance pour le consommateur qui achète habituellement ce produit et qui a une raison supplémentaire, en tout cas, d'acheter le produit. En plus, on lui garantit que c'est sans OGM, etc., etc. Voilà, le lait d'Île-de-France. Bon, moi, ça m'évoque pas grand-chose, un lait d'Île-de-France. J'imagine pas une laiterie en bas du Sacré-Cœur, là, au pied du métro. Mais pourquoi pas, voilà. Donc on a aussi ce genre de choses. Objectivement, parfois c'est un marketing un petit peu absurde, mais bon, pourquoi pas, ça peut être amusant. Là, plus sérieusement, un produit local. On fait là, c'est pas une marque connue, ça n'est pas une grande marque. RT, des madeleines, mais c'est un produit local. Ça peut être un plus produit. Je vais aider les gens de ma région et les petits producteurs de ma région. Donc tout ça a du sens.
Là, de la même façon, des biscuits artisanal du Pays Basque, un approvisionnement local privilégié. Voilà, ça peut être simplement ça, le marketing de la proximité ou de l'éco-conception. Savoir que ce qu'on cherche, c'est pour le consommateur, il cherche avant tout des bons biscuits. Là, en l'occurrence, il voit les produits, ça peut être un bon biscuit, il achète le produit. Effectivement, ils sont bons. Et en ayant le produit chez lui, il a certainement des éléments de réassurance qui feront peut-être qu'il réachètera le produit. Hein. Mais donc, méfions-nous du marketing trop important de l'éco-conception. Là, on n'a pas un biscuit local. Non, on a un biscuit au chocolat. Il est bon. On vous met une fenêtre de visibilité pour montrer la texture du produit. Je le mange, je trouve qu'il est bon. Je l'ai acheté, je trouve qu'il est bon. Et en plus, on m'assure que ça, il y a un approvisionnement local privilégié. C'est un élément de plus qui fera peut-être que je réachèterai le produit. Alors, effectivement, les recettes avec la localisation ont un intérêt d'un point de vue marketing. Alors, quand moi je rencontre des industriels qui revendiquent le local, je leur dis, le local, c'est quoi pour vous? Et quand j'ai plusieurs interlocuteurs en face de moi, eh ben, ils répondent pas la même chose. Pour une même entreprise, il y en a un qui va me dire 50 km, l'autre 250 km. C'est-à-dire que parfois, ils vous vendent du local, mais en fait, ils l'ont même pas défini eux-mêmes ce qui était local. Ils sont pas mis de contraintes, etc. Et puis quand ils réfléchissent, ils font ah ouais, en fait, local, 250 km, en fait, on n'a pas tant que ça de fournisseurs, etc. Ce qui est intéressant aussi dans l'argument local et de donner du sens dans le produit, c'est qu'en fait, local, vous jouez sur une ambiguïté. Une ambiguïté dans les messages, c'est-à-dire que quand on vous évoque local, suivant votre façon de penser, vous allez voir soit de l'écologie, soit de l'emploi. Et en fait, vous allez jongler entre les deux. Parce qu'on voit jamais que de l'écologie ou que de ça. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on vous dit, on vous fait une promesse, on vous a l'impression que vous maintenez des emplois et vous avez l'impression que ça a limité le transport et que c'est tout optimisé, etc. et que ça fait ça. Et en fait, on vous explique pas, on vous dit surtout pas, pour que vous, en fait, suivant votre cadre de pensée, vous interprétez comme vous voulez, et puis ça fait bien, quoi. En fait, la localité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et elle dépend de beaucoup plus de paramètres pour être efficace. Et en général, la localité, quand je rencontre des industriels et qu'on me parle de localité, et ben finalement, on se rend compte que plus c'est local, moins c'est optimisé. Les transports, et on réfléchit moins, on prend sa camionnette pour un oui, pour un non, et finalement, en fait, c'est contre-productif. Souvent, on a des modes de transport qui sont des petites camionnettes qui sont bien plus impactantes que des très gros camions qui font 40 tonnes, qui sont remplis à ras-bord et bien optimisés, et qui sont conçus aussi pour ça. Donc en fait, ça dépend de tout un tas de paramètres quand on parle de localité et d'efficacité environnementale. Et surtout, on veut surtout pas vous dire tout ça parce que ça devient complexe, c'est chiant à dire, et etc., etc. Donc on préfère laisser l'ambiguïté et vous laisser voir de l'emploi ou de l'environnement en fonction de votre cadre de pensée. Mais en fait, c'est plus compliqué. Donc ça dépend des conditions d'élevage de la ferme, la localité, mais à quelle saison, pour quel produit, quel sens ça a de tout ça, les types de conservation, les modes de conditionnement qui peuvent aussi avoir des influences sur le bilan global, le type de transport, le taux de remplissage du transport et ainsi que la distance parcourue. Tout ça va influencer le bilan environnemental d'une proximité. Est-ce que c'est vraiment optimiser cette réflexion de proximité? Eh ben, c'est pas toujours le cas. En fait, les enjeux en logistique, c'est toujours le dernier kilomètre. Les derniers kilomètres, faut savoir que dans la chaîne de distribution, ceux qui génèrent le plus d'impact pour transporter des produits agroalimentaires, eh ben, c'est vous, consommateurs, en allant au supermarché. Toute la chaîne logistique est moins impactante que vous prenez votre voiture pour aller au supermarché, qui est souvent en périphérie des villes. Ça soulève aussi des questions sur les modes de conservation de vos produits agroalimentaires. Donc, on peut réfléchir au frigo, mais on peut réfléchir au frigo de l'industriel. De dire comment on conserve ces produits pour proposer des produits toute l'année de la même qualité, de même saison. Quels sont les modes de conservation? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chambre de froid pour qu'il y ait une activité dans mon usine et quel est son dimensionnement par rapport à quel produit? Et je pourrais réfléchir justement à dire peut-être que j'aurais pas les mêmes modes de conditionnement en fonction des saisons et sur quel type de produit, etc. Donc on a du stockage en froid positif, en froid négatif ou à température ambiante. Comment je le gère? Plus vous allez avoir du froid négatif ou du froid positif, plus vous allez générer
d'enjeux environnementaux. Il faut savoir que l'un des plus gros impacts d'une chaîne de distribution, par exemple, en CO2, c'est les fuites de gaz de fluides frigogènes. C'est le fait qu'ils consomment et qu'ils rechargent les frigos en fluide frigogène et puis l'énergie. Et après, c'est le consommateur qui vient en supermarché, quoi. Donc, il faut bien voir où sont les enjeux environnementaux et comment je le gère dans une logistique globale sur une année entière, sur un produit, dans une réflexion de toutes mes gammes de produits que je produis, quoi. On peut aussi avoir le cas aussi des additifs. Souvent, on joue sur additifs naturels. Il y a aussi des enjeux sur naturel. Il y a des éléments de la nature. Le pétrole est naturel, l'uranium est naturel. Donc naturel, la naturalité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on la définit? Qu'est-ce qu'on met derrière? Souvent on dit naturel, mais en fait il faudrait plus dire d'où ça vient, de quelle plante, etc. pour vraiment donner ce sens. Le mot naturel va être on a envie de l'utiliser par facilité, mais en fait il n'a pas forcément de sens et on va être dans une société de plus en plus sensibilisée. Et du coup, bah oui, naturel, mais de quoi, etc. Et qu'en fait, on regarde les additifs, tout à l'heure vous en parliez des E et quelque chose, etc. Ben, en fait, sont des noms barbares et parfois ils sont très neutres, c'est pas grand chose, avec des noms ultra barbares et puis parfois on a des noms qui font un peu moins peur et puis finalement c'est des choses un peu plus problématiques. Et du coup, on est un peu perdu dans tout ça et on pourrait avoir des réflexions en termes d'éco-conception sur justement ces additifs. Et si ces additifs, on les utilise, c'est qu'ils permettent la conservation aussi, donc ils vont limiter le gaspillage. Quel est le bénéfice d'utiliser ces additifs par rapport à ne pas les utiliser? Donc le sang, etc., etc. Mais oui, mais peut-être qu'il y a eu des reports d'impact environnementaux sur d'autres aspects, et du coup, il faut bien vérifier tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment ce que je dis, quel est le rôle des additifs par rapport à l'impact environnemental et par rapport au transfert d'impact qu'il pourrait y avoir sur d'autres enjeux environnementaux. Alors oui, c'est un peu l'aspect surprenant du consommateur. Le mot naturel, on le disait, et accepter le consommateur. Comme ça, il n'a pas beaucoup de, je dirais, de connaissance des termes agroalimentaires. Donc il y a des mots qu'il ne comprend pas, tout simplement, des ingrédients qu'il ne comprend absolument pas. Naturel, il sait ce que c'est, ça vient à peu près de la nature. Mais ce qu'il commence, ce qui vient d'être dit est important, parce qu'aujourd'hui on commence à comprendre que la nature elle peut tuer aussi. Par exemple, moi je peux faire une omelette aux champignons bio avec complètement naturel, si les champignons sont des amanides phalloïdes, ça peut être dangereux. La nature peut être dangereuse, hein. Donc, et aujourd'hui, cette notion de danger de la nature commence à venir. Donc, effectivement, on a un consommateur pour qui le mot naturel est intéressant. Il est utilisé, surutilisé, et maintenant, on commence à voir arriver du contenu derrière cette naturalité qui explique. Il va falloir l'expliquer. Oui, un produit. Quand vous avez un colorant naturel, c'est-à-dire des colorants naturels pour des yaourts, yaourts à la fraise, c'est de la betterave, mais c'est naturel. Voilà, vous avez les ingrédients sont issus de la nature, mais n'ont peut-être rien à faire dans le produit. Il y a une autre réflexion, c'est on voit l'arrivée des édulcorants, des produits sans sucre, etc. Donc on peut remplacer du sucre, 100 grammes de sucre par 5% d'édulcorant dans une formulation, mais si le produit fait toujours 1 kilo à la fin, c'est qu'on a remplacé le sucre par autre chose. Et est-ce que ce autre chose, il génère des impacts sur l'environnement? Alors quand on le fait, c'est pour d'autres raisons, hein, marketing, etc. Mais d'un point de vue environnemental, qu'est-ce que ça veut dire? Et quels sont les enjeux par rapport à ça et les incidences de ce changement? On peut aussi réfléchir aux facteurs de satiété. Quelle est la juste satiété du produit qu'on propose? Comment j'influence cette satiété? Et est-ce que je ne vais pas créer un produit qui finalement est éco-conçu, mais mes réflexions d'éco-conception vont avoir une influence sur cette satiété? Et du coup, c'est certes, ça diminue l'impact environnemental de mon produit, mais en fait, il va y avoir des reports sur les autres aliments à côté qui vont être grignotés ou mangés sur d'autres repas. Par rapport à cette satiété, du coup, il y a des reports et des transferts d'impact. Donc ça, comment on le gère? Donc vous imaginez bien qu'on commence à entrer dans des problématiques complexes qui dépassent un petit peu les industriels et ce qu'ils proposent, mais c'est des vraies réflexions si on veut réfléchir en termes d'enjeux environnementaux.
On peut réfléchir aussi au cas particulier des huiles. Comment on choisit ces huiles? En général, l'huile est plutôt réfléchie sur des enjeux de santé et de propriétés techniques plutôt que sur des impacts environnementaux. Donc, il peut y avoir des réflexions aussi sur les huiles. Toutes les huiles n'ont pas les mêmes impacts environnementaux et ils sont parfois très diversifiés. Ça peut être intéressant de voir là-dedans. Pour vous situer, l'huile de palme doit être très bon. C'est pas cher, c'est très bon d'un point de vue environnemental. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est que on peut faire des produits éco-conçus en suivant l'analyse du cycle de vie, etc. Et puis arriver sur des produits low cost qui vont pas intéresser ou qui dégradent la santé, etc. Donc là, on est sur des enjeux qui sont sensibles parfois si on se base que sur l'analyse du cycle de vie et qu'on veut essayer d'optimiser ses notes environnementales. Donc il faut faire aussi attention à ça. On peut aussi avoir des réflexions sur les farines, quel type de farine j'utilise, pourquoi, quel est l'enjeu autour de ça, est-ce que je vais sur du complet, pas complet, avec moins de raffinage de la farine, est-ce que je peux faire des mix de farine, et qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur les paramètres de cuisson, sur tout le reste de la chaîne aussi par rapport à ces enjeux-là. Est-ce que je peux pas mixer des farines et aller sur d'autres farines que du blé? Quel est l'enjeu environnemental? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça se transforme dans mon produit par rapport à ça? Je voudrais citer simplement en ce moment l'exemple du sucre. On assiste en France, notamment partout dans le monde, mais on applique de sugar bashing, je ne sais pas comment dire. Le sucre est aujourd'hui la cible de tous les nutritionnistes et de toute la presse, etc. Il y a, ne serait-ce qu'en France, 5 ou 6 livres qui sont sortis, mon année sans zéro sucre, etc., etc. Donc il y a un vrai discours d'absence de sucre. Donc aujourd'hui, les industriels sont confrontés à un problème de limiter le sucre, qui peut donc à la fois pour des raisons, on va dire, nutritionnelle, parce qu'en l'occurrence là, c'est problématique nutritionnelle, mais aussi écologique. Et donc, il y a un élément, on voit de plus en plus apparaître de produits dont le sucre a été remplacé par des sucres non raffinés, comme le miel, comme le sirop d'érable, par exemple. Et du coup, pour le consommateur, c'est un double bénéfice. C'est un bénéfice, je dirais, de moins de sucre raffiné, donc il y a moins de sucre, alors qu'on sait que peut-être que l'indice glycémique n'est pas le même, mais il y a un autre sucre quand même, mais surtout ce sucre a une image, et là je vais utiliser le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, plus naturel que le sucre raffiné, blanc, etc. Et pour le consommateur, cette image-là est intéressante. Donc on s'en rend compte, là, depuis un an ou deux, de plus en plus de produits, des sirops, des boissons, des préparations d'habitude qui sont sucrées au sucre raffiné, sont sucrées au miel, au sirop d'érable, au sirop d'agave, etc. On a vu aussi des tendances arriver sur du fait maison. Par exemple, on va avoir de plus en plus de produits industriels qui sont moins transformés en industrie, mais plus transformés chez vous. Donc en fait, faut faire attention en termes d'impact sur l'environnement, parce que un processus industriel est sûrement beaucoup plus efficace que votre cuisine. Si chacun allume son four, si chacun nettoie tous ses ustensiles, si chacun ramène des œufs, de l'eau, des éléments plus du lait qu'il faut aller acheter avec tout l'emballage qu'il y a derrière, etc. En fait, vous vous rendez compte que votre produit, il va diminuer peut-être des impacts sur le transport. C'est ce que l'industriel veut vous vendre et vous faire croire. Vous pensez faire un geste pour la planète et en fait vous avez des tas de reports ailleurs sur les autres étapes du cycle de vie qui du coup ont perte en efficacité. Et alors le message derrière ces produits-là et ce qu'on va essayer de vous vendre, c'est le côté vous conservez longtemps. Vous avez peut-être un lien qui est fait avec votre enfant parce que vous allez faire un gâteau, etc., que vous n'êtes pas très gâteau, le faire entièrement vous-même, donc vous avez des solutions facilitées. Donc ils vont essayer de vous vendre ça, mais en fait c'est au détriment de l'enjeu environnemental, parce que chez vous, ça sera toujours moins efficace que chez un industriel qui a allumé son four pour faire 1 million de gâteaux, etc. Donc il y a des enjeux par rapport à ça. Alors, il faut faire attention au transfert d'impact. J'apporterai une petite nuance quand même. Là, je me tourne vers le consommateur parce que peut-être qu'en impact environnemental, la tarte aux pommes que j'ai fait avec ma fille est moins bonne, on va dire, mais en termes de plaisir. Oui, mais c'est exactement tous les enjeux. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'analyse d'un point de vue environnemental et je vous dis que
attention, d'un point de vue environnemental, si vous parlez d'éco-conception parce que vous gagnez sur le transport, en fait, vous avez fait des transferts d'impact ailleurs. Donc, attention au message environnemental que vous allez dire derrière. Mais ça ne veut pas dire que ces produits, il faut les éliminer. Et ils ont une autre justification, et c'est ce que je disais, ils on est sur introduisaient. une tendance très forte sur le fait maison, on va venir, parce qu'il y a vraiment là un manque cruel d'offres là-dessus. Le fait maison aujourd'hui, faire la cuisine à la maison, on redécouvre ça depuis une bonne dizaine d'années. Il suffit de regarder MasterChef, Top Chef, etc. Aujourd'hui, on se passionne par la cuisine. Les cuisines dans les appartements sont ouvertes. Avant, c'était le domaine presque exclusivement réservé aux femmes. C'était fermé. Et puis, maintenant, dès qu'un homme fait la cuisine, on dit waouh, c'est formidable. Et puis on cuisine avec ses enfants, on cuisine entre amis, etc., etc. Donc il y a vraiment du plaisir à cuisiner, c'est une vraie chose. Il y a une forme de sécurité alimentaire à faire soi-même, parce que moi, si je fais mes lasagnes moi-même, je connais la nature de la viande que je vais mettre dedans. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs pour Findus, mais bon, il y a une forme de sécurité alimentaire à cuisiner soi-même. Et surtout, il y a un troisième levier qui est important, c'est le prix. Cuisiner soi-même, normalement, c'est moins cher. C'est moins cher que prendre des produits tout faits. Donc ces trois leviers aujourd'hui pousse la préparation, sauf que la consommatrice ou le consommateur, ils n'ont toujours que 20 minutes à peu près le soir pour préparer le repas, et que l'enjeu de l'industriel, c'est justement de pouvoir aider le consommateur à faire lui-même, à bien faire lui-même. Je vais citer un seul exemple qui est très révélateur, c'est moi j'adore par exemple faire la soupe au potiron. J'ai une recette, j'ai ma recette à moi, je ne vous la donnerai pas, mais j'ai des petits détails, des petites herbes que je mets, j'ai même une petite tuile de lard que je fais au four et qui est dessus, c'est très joli à la fin, etc. Bon, j'adore faire ma soupe au potiron et mes copains adorent ma soupe au potiron. Quand je vais, si je veux faire la soupe au potiron, je suis consommateur lambda, je veux faire la soupe au potiron, je vais chez Carrefour au Système U, au Super U, j'ai deux choix aujourd'hui, j'ai le rayon Liebig ou Knorr. Là, en termes de plaisir de faire soi-même, c'est limité. Ou alors, je vais au rayon fruits et légumes et j'achète mon quart de potiron. Je reviens chez moi, je suis obligé d'avoir un bon couteau parce qu'on risque de se couper, etc. C'est compliqué, il faut que je fasse ces cubes, etc. Aujourd'hui, il y a un seul industriel en France, distributeur en France, qui propose et qui fait des marges monumentales là-dessus. Encore, le seul, c'est Picard, qui fait des cubes de potiron surgelés. C'est-à-dire que moi, mon plaisir, c'est pas d'aller couper mon potiron, c'est de faire ma recette. Donc, on m'aide à bien faire. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin cruel sur le marché, sur plein en dessert, en pâtisserie comme on l'a vu, mais même en cœur de repas ou en soupe, en potage, etc., pour que laisser une place au consommateur à faire lui-même, quitte peut-être à ce que ça soit moins performant en termes d'impact environnemental, peut-être ou pas, parce que l'impact plaisir, en tout cas, est intéressant. Donc voilà, il y a toujours ce... Après, voilà, ces produits existent, mais on peut les éco-concevoir. Il faut avoir conscience de son transfert d'impact et comment on fait pour pouvoir les limiter dans la réflexion sur la conception de produits. Ensuite, on peut avoir des réflexions sur des pratiques vertueuses à la ferme. Donc là, sans rentrer dans les détails, on peut être sur le choix des fermes pratiquant l'agriculture biologique. On peut aller aussi sur des fermes pratiquant le label haute valeur environnementale. Il faut savoir qu'il y a très peu de produits qui sont labellisés haute valeur environnementale. On est principalement dans les vins. Dès qu'on est sur des produits transformés, en fait, il faut que tous vos agriculteurs soient référencés haute valeur environnementale de niveau 3. Il y a 3 niveaux. Donc on a mis des gradations aussi parce que le label bio c'est bio ou pas bio, et le label de haute valeur environnementale vous donne 3 niveaux à atteindre. Si vous voulez le mettre sur le produit à la fin, il faut être forcément de niveau 3. Je connais qu'un seul produit manufacturé qui est des yaourts qui sont où le logo est accolé au produit. Le choix d'une ferme pratiquant l'agroécologie. Alors, j'ai réfléchi aussi à qu'est-ce que ça voulait dire agroécologie et agroécologie dans un processus industriel. C'est pas si évident que ça, les cahiers des charges, etc. Pour aller vendre de l'agroécologie sur un produit et donner du sens dans le produit, il va falloir mettre du marketing dessus et faire attention à ce qu'on va raconter. On peut aller aussi sur, je choisis des fermes qui produisent de l'énergie renouvelable ou de l'éolien ou du solaire. Grosso modo, 90% des fermes que j'ai sélectionnées, elles pratiquent le bio et en plus de ça, elles ont des panneaux solaires sur leur toit. Donc on pourrait réfléchir à ce genre de choses. Des choix de fermes moins intensives en usage de tracteurs.
Donc ça, il peut y avoir aussi des réflexions par rapport à ça, aider les agriculteurs à moins utiliser les tracteurs, et de fermes en fonction des enjeux des écosystèmes. On se rend compte aussi qu'il y a des fermes qui élèvent des animaux ou qui ont un type de culture dans des endroits où il ne devrait pas y avoir. Parce que ça a des enjeux sur les écosystèmes assez forts, et en fait, cette ferme qui fait du blé, du maïs ou de l'élevage, et ben en fait, elle serait sur l'autre bassin versant à 500 mètres, et ben ça serait peut-être plus intéressant pour les écosystèmes, etc. Et du coup, il y a des réflexions qui commencent à arriver à l'échelle de régions ou sur des bassins versants où on essaye de faire changer les pratiques écologiques en disant non, mais en fait, il faudrait que ça soit ton voisin qui fasse ce que tu fais et toi, tu dois récupérer l'activité de ton voisin. Ça aura moins d'enjeux sur les écosystèmes. Alors, pour aller vendre ça après sur un produit, expliquer ça, c'est tous les engagements qu'on peut avoir sur des biocoop, des choses comme ça qu'on pourrait réfléchir. Et c'est des enjeux qui sont très récents en termes intellectuels, etc. Mais on pourrait aller jusqu'à des enjeux comme ça. Alors, ce sont des enjeux récents et complexes et donc extrêmement complexes pour le consommateur. Alors, comment faire savoir tout ça? Est-ce qu'il faut faire savoir tout ça au consommateur? Moi, je crois que oui, mais il faut faire gaffe au support. Pas forcément sur le pack avant du produit, peut-être sur une contre-étiquette derrière, peut-être sur un site internet, peut-être dans une autre communication. Mais je crois que plus le discours est complexe pour le consommateur, plus il faut le mettre en retrait et l'apporter comme une garantie supplémentaire qu'on apporte au consommateur. Alors là, j'ai mis cet exemple parce qu'il est intéressant. Il a été lancé l'année dernière par Saveol. Donc, c'est des tomates sans pesticides, issues de l'agriculture durable et qui nous dit un petit peu devant le produit avec la petite coccinelle qui est toujours présente, mais derrière également qui donne beaucoup d'éléments, de savoir qu'il est dans un emballage carton 100% recyclable, sans pesticides grâce à l'élevage d'insectes auxiliaires qui sont introduits dans les cultures. Là, je vous dis tout ça parce que c'est l'information qui est accessible directement avec le produit au consommateur. Les cultures pour protéger les tomates des insectes nuisibles, respect de la saisonnalité des produits, récolte à la main à maturité, optimisation de la consommation d'eau, recyclage des déchets en serre, production 100% bretonne, traçabilité. Ouf. Bon, je ne sais pas si le consommateur a besoin de tout ça, mais en tout cas, là, il y a une vraie démarche d'éco-conception de l'industriel qui est expliquée quand même par le consommateur. Parce que si on fait tout ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, mais c'est bien aussi de le dire. Mais là encore, la manière de le dire, il faut être relativement prudent pour ne pas rebuter le consommateur. Même dans le marché du vin, c'est une manière aussi de se différencier. De plus en plus de produits affichent des pratiques d'éco-conception. Le vin estampillé haute valeur environnementale, respect pour l'ensemble de l'exploitation agricole, les seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau. C'est exactement ce qui est marqué sur la contre-étiquette du produit. Monoprix également, donc il y a des engagements avec des légumes tous cultivateurs. Bon voilà, on est en plein marketing avec une étiquette frontale, avec des légumes cultivés dans le respect de l'environnement, un contrat de transparence. Bon voilà, ce sont des mots, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Il faudra aller chercher loin pour avoir les informations. Et Monoprix s'engage à favoriser les pratiques agricoles de progrès et à proposer des produits qui ont du goût. Qu'est-ce que sont des pratiques agricoles de progrès? Je veux dire, à un moment donné, on peut se poser aussi la question. Et là, on est dans le pur marketing. Et voilà, aujourd'hui, moi, je m'interroge un petit peu avec ce type de déclaration un peu gratuite. L'appel des prés, alors c'est intéressant, c'est un travail qu'a fait Lactel l'année dernière, où il s'engage à avoir des laits de vache nourris sans OGM, élevés en pâturage, 200 jours au moins par an, un lait 100% français et avec une meilleure rémunération des éleveurs. On commence à voir arriver un certain nombre d'items d'éco-conception qui commencent à être plus ou moins mis en avant sur le packaging. Vous voyez là ici, on a le logo 100% français, le lait français. Bon, ça c'est maintenant c'est la CNIL le CIDIL, pardon, qui met en avant ce logo pour le lait, pour défendre le lait français, et avec la garantie sans OGM et 200 jours de pâturage qui arrive sur en première promesse produit. Là, ici, un produit que j'aime bien, parce que Alpina Savoie est une PME dans le domaine des pâtes qui fait des choses assez intéressantes, et qui aujourd'hui, justement, pour
n'ont pas allé sur le bio parce qu'ils ne voulaient pas aller sur le bio, ont été loin dans en tout cas les engagements, puisqu'ils ils proposent des pâtes, toute une gamme de pâtes qui vient d'être lancée sur le marché ce mois-ci. Pâtes issues de la filière française, donc blé et savoir-faire 100% français, fabriquées dans le respect de la terre et des hommes, sans qu'on trop savoir exactement ce que ça veut bien dire, mais sans résidus de pesticides et qui garantit aux producteurs un revenu fixe sur 3 ans. Et les pâtes sont très filées au bronze et séchage long. Donc vous voyez, il y a un discours à la fois de savoir-faire, de tradition et d'éco-conception en respect à la fois écologique et des producteurs. Des marques comme le Paysan d'ici aussi, qui est connu, hein, qui concerne de plus en plus de produits, qui favorise l'agriculture française bien évidemment, biologique, peu intensive et agroécologique. Donc voilà, c'est ce type de produits qu'on peut avoir maintenant, des gammes entières qu'on peut avoir dans les magasins. Voilà. Et on voit arriver à une nouvelle dimension qui est peut-être liée à la crise qu'on a eue avec les éleveurs ces dernières années, où on a eu d'ailleurs des fausses informations. Souvenez-vous, quand on a eu les éleveurs qui bloquaient les routes, Bonnet Rouge et compagnie, il y a quelques mois, où de fausses études, des vraies études, pardon, disaient oui, le consommateur préfère acheter du lait, est prêt à payer plus cher le lait s'il est français. Ça, c'est une information qui est fausse. C'est fausse parce que c'est des études qui le disent effectivement à la sortie des manifestations et quand on veut avoir une réponse, on obtient la réponse. Effectivement, aujourd'hui, le consommateur, il va d'abord, sauf si le lait français a quelque chose de plus. Mais en l'occurrence, il faut que il ne faut pas que, il peut être français, j'irais privilégier le français au lait allemand ou belge peut-être, s'il est au même prix. Mais justifier un prix supplémentaire uniquement parce que le produit est français, ça, le consommateur le refuse, en tout cas, peut-être pas en déclaratif, mais en tout cas en acte d'achat. Donc on a vu arriver ça, vous connaissez bien sûr ce produit, hein, C'est qui le patron, qui a du succès. Parce qu'ils ont réussi avec j'allais dire un embouteilleur, un producteur de lait, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, à proposer un produit dont la première promesse c'est de rémunérer le producteur au juste prix. Donc c'est bien, c'était d'actualité, c'était conjoncturel. Donc depuis, la gamme s'est étoffée, il y a plein de produits, C'est qui le patron, ça va des préparations à base de fruits, des soupes, il y a plein de produits. Donc, c'est un lait produit sur un cahier des charges choisi par le consommateur sur Internet. Le consommateur choisit le prix et les conditions de production grâce à un questionnaire en ligne. Il y a plusieurs critères: la rémunération des producteurs, l'origine du lait, le temps passé par les vaches en pâturage, l'alimentation des vaches hors pâturage et l'origine des fourrages et l'emballage. Donc, il y a une vraie démarche, c'est assez intéressant pour un produit qui reste un produit premier prix. Donc là, c'est un exemple de produit éco-conçu, en l'occurrence, qui reste premier prix. C'est-à-dire et qui rémunère, donc même en étant premier prix, qui rémunère justement le producteur. La seule difficulté, c'est que maintenant, ce marché, ce succès a entraîné d'autres initiatives, évidemment. Donc on voit arriver une forme de marketing du juste prix qui est peut-être préjudiciable à tout ça, j'en sais rien. Là voilà, ça c'est la réponse d'Intermarché. Agromousquetaires, donc le pôle industriel du groupement Intermarché, qui a créé le mois dernier ou il y a 2 mois, là, les éleveurs vous disent merci, voilà, puisque le produit qui est vendu 0,88 € et il y a 0,44 € pour l'éleveur. Donc c'est la course au juste prix. Donc on peut se poser la question jusqu'où ça va aller si le marché va pas être saturé, parce que là on est encore une fois on tire pas forcément le marché vers le haut parce qu'on est sur des produits de premier prix, faut quand même se le dire. Il n'y a pas du tout de valeur ajoutée, ça reste du lait. Et voilà, on a Vachement Normand qui vient d'apparaître aussi. Le bon lait de chez nous, sans OGM, le lait 100% normand, sans OGM, équitable, lait issu de vaches nourries sans OGM, vendu dans les magasins Leclerc de Normandie, permet aux éleveurs de vendre leur production à un prix plus élevé que ceux du marché, autour de 400 € les millilitres, et donc de mieux se rémunérer. Voilà. Donc oui, tout ça est bien. En faire un plus produit comme ça, il y a, à mon avis, des limites. Et aujourd'hui, je pense que le marché est en passe d'être, sur ce type de produit, d'être saturé. Voilà, on a même ça en Alsace.
un yaourt solidaire au lait d'Alsace de Lorraine qui rémunère l'agriculteur à 5 centimes le litre de lait. Donc vous voyez qu'on est dans une forme de presque saturation du marché et d'utilisation marketing du juste prix qui, à mon avis, a ses limites. Là également, Faire France, la crème entière. Voilà, l'agriculteur reçoit 10 centimes de plus par litre de lait vendu, permet de sauvegarder les fermes familiales. Voilà, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais tout ça est en train d'arriver sur le marché. Alors, on attaque maintenant les processus de transformation. Donc, les processus de transformation, donc on balaye le cycle de vie et on continue ce cycle de vie. Donc, les processus de transformation, en fait, ce qu'il faut faire, c'est analyser les entrants et les sortants de chaque process, de l'ensemble du process. Et l'idée en éco-conception, ça va être de minimiser certains entrants et de maximiser d'autres entrants. Donc, j'ai écrit un guide sur l'éco-conception d'agroalimentaire. Dans ce guide-là, je traite tous ces process-là et je les traite de cette façon-là en regardant tous les entrants et les sortants et en mettant des indicateurs sur comment améliorer les process vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur cette partie-là. Voilà, donc oui, en amont du produit, le choix affirmé de processus de production et de fabrication respectueux de l'environnement et de ressources. Donc voilà, c'est des informations qui ne concernent pas forcément directement le consommateur, qui peut être bon de communiquer au consommateur, moi je dirais dans un deuxième ou un troisième temps. Donc là, par exemple, cette boisson élaborée dans une usine qui fonctionne à l'énergie solaire, tous les déchets organiques, les zestes de citron sont utilisés comme compost. Bon, tout ça est bien. C'est très bien, mais je ne suis pas certain que c'est ce qui motive le consommateur quand il va au rayon liquide acheter une boisson de ce type-là. Là, une huile également, une huile d'olive biologique qui respecte l'environnement. Alors, les olives sont récoltées manuellement, l'arrosage des oliviers au goutte à goutte, etc., etc. Vous voyez toutes les informations. La pulpe est utilisée pour faire du compost, pour fertiliser le sol des cultures. On voit bien que l'industriel met tout en avant, toute son éco-conception et son travail d'éco-conception en avant sur ce produit. Il a eu l'intelligence de le mettre sur la contre-étiquette du produit voilà, parce que quand on achète une huile d'olive, on achète une belle huile d'olive. Celle-ci, la bouteille est plutôt jolie et on va peut-être acheter ce produit et on sera, quand on arrivera chez soi, éventuellement rassuré sur ce produit, ce qui permettra peut-être le réachat du produit parce que ce sont des informations supplémentaires qui garantissent le plaisir qu'on aura eu à consommer le produit. Voilà, également tout ce qu'il y a autour du coproduit, c'est-à-dire du déchet qui devient un ingrédient à valeur ajoutée. Donc un coproduit, je rappelle une définition, c'est donc une matière intentionnelle et inévitable créée au cours du même processus de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini principal et le coproduit doivent tous les deux répondre à des spécifications de caractéristiques et chacun est apte à utiliser directement pour un usage différent et particulier. Cet exemple-là que j'aime bien parce que celui qui fabrique ça, c'est un brasseur, il fait de la bière. Il fait de la bière, mais quand il fait de la bière, eh bien, il y a des résidus au fond de ses cuves et des résidus qui sont consommables. Et il en a fait des petits biscuits pour consommer avec la bière. Voilà. Donc c'est malin, c'est suisse, c'est malin. Et évidemment, il vend sa bière et en promo avec sa bière, il vend ses petits biscuits à consommer avec la bière. Voilà. Là encore une bière, décidément, une bière et là qui est brassée à partir de pain frais recyclé, 5% d'alcool par volume. Tous les produits sont versés à l'association Feedback, etc., etc. Bon voilà, le pain qui aurait été jeté, c'est là de la même manière, c'est des étudiants qui ont élaboré ce produit qui sera commercialisé. Une préparation pour boucher apéritif à base de pain recyclé. Là, il permet de limiter le gaspillage en plus et ajouter de l'eau. Il faut ajouter de l'eau, des œufs et de l'huile, du beurre pour faire le produit. Voilà. Bon. Pas. Encore une fois, des biscuits biologiques, équitables, à la farine de pulpe de café. La pulpe de café est un déchet produit pour l'industrie du café. Elle est riche en fibres, voilà, donc on peut en faire des biscuits. Ou là, elle est utilisée des coproduits d'une autre industrie pour faire son emballage. Bon, ça, c'est des choses que l'on connaît déjà, mais ça peut avoir un intérêt. Là, c'est une marque de distributeur hollandaise, Albert Heijn, qui, pour ses œufs, d'ailleurs, intéressant de constater, il a trouvé une différence. Il met 7 œufs dans le pack, pas 6. Voilà, ça peut avoir un intérêt en tout cas. Et c'est des œufs biologiques de poules élevées en plein air et l'emballage est en fibre de coco, qui serait moins impactant en termes d'écologique que, mais ça j'en suis pas sûr, ça reste à prouver.
trouver, mais en tout cas, c'est ce qui est dit par le distributeur. Donc effectivement, on attaque le volet des emballages maintenant. Donc effectivement, sur la fibre de coco, par exemple, on peut avoir des bonnes idées comme ça qui paraissent intéressantes sur le papier, mais finalement, est-ce que ça va pas perturber des filières de recyclage qui sont déjà mises en place sur les emballages? Donc ça aussi, il faut se poser la question là-dedans, d'avoir des produits exotiques qu'on va mettre dans des filières qui fonctionnent très bien déjà. Donc sur les emballages, en fait, quand on parle d'emballage, en fait, on parle de niveau d'emballage. Il y a 3 niveaux d'emballage. Il y a l'unité de vente consommateur, c'est l'emballage primaire, l'emballage secondaire de regroupement et l'emballage tertiaire. Et en fait, quand on fait de l'éco-conception, souvent on a tendance à aller vouloir réduire un emballage, surtout celui qui est visible du consommateur. On a envie de lui retirer de l'emballage parce qu'il parle de suremballage, etc. Mais il faut faire attention que, en fait, ces choix d'emballage qui vont être faits, ils n'ont pas des répercussions négatives sur les autres niveaux d'emballage. Et souvent, on retire de l'emballage chez le consommateur, mais en fait, c'est au détriment de renforcer les autres emballages sur d'autres niveaux d'emballage qui ne sont pas visibles du consommateur. Donc, il faut faire aussi attention à ça quand on fait de l'éco-conception. Il ne faut pas oublier aussi à quoi sert un emballage. Un emballage répond à plein de fonctions. Si je vous dis un emballage c'est fait pour emballer, c'est que vous n'avez pas compris à quoi sert un emballage. Et un emballage, en fait, il répond à plein de fonctions. C'est contenir, conserver, c'est transporter, stocker, c'est rendre visible le produit, c'est faciliter les opérations de conditionnement, c'est faciliter l'usage, protection contre le vol, informer le consommateur sur le produit et regrouper des produits pour faire des packs. Si on a oublié des fonctions dans l'emballage, on peut faire de l'éco-conception et puis se planter parce qu'on a sorti un produit qui ne répond pas bien à ces fonctionnalités. Et en fait, quand on fait de l'éco-conception, donc ça, moi j'ai écrit un guide sur l'éco-conception des emballages et l'hypothèse que je sous-tends, c'est que toutes ces fonctions, il faut les connaître, il faut savoir quelle est leur valeur dans le produit qu'on propose et il faut savoir jouer sur des curseurs, sur des leviers, savoir où sont mes marges de conception vis-à-vis de mes emballages. Est-ce que je veux plus ou moins faciliter le regroupement, plus ou moins faciliter l'information, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui dimensionne un emballage. Et notamment, il y a une fonction qui dimensionne beaucoup un emballage et qui est prédominante dans le dimensionnement d'un emballage, c'est la fonction marketing. C'est rendre visible le produit en rayon. Et c'est le nerf de la guerre dans un emballage. Et on se bat de stratégie à qui paraîtra le plus gros en rayon. Il faut que le client en ait pour son argent. Et en fait, ça donne des stratégies qui sont ultra contre-productives en termes d'efficacité matière quand on crée des emballages. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelle est la forme dans laquelle il est le plus efficace d'emballer un produit. En fait, si on regarde les formes, la forme la plus efficace, c'est une sphère. Une sphère. Une sphère, en fait, c'est la forme qui va vous permettre d'avoir le moins de surface à l'extérieur pour le maximum de volume intérieur. Par contre, une sphère dans un système logistique est complexe. Et finalement, tout ce gain qu'on va avoir, on va le perdre en efficacité, en logistique. Donc, ça ne va pas forcément être intéressant. Ensuite, on peut aller sur un diamètre hauteur égale diamètre. Donc là, on a 14% de matière en plus, de surface en plus sur le produit vis-à-vis d'une sphère qui est le plus efficace. Donc là, c'est des calculs faits pour un litre. Ensuite, on a le cube. Le cube qui est la forme qui va être très intéressant en termes de logistique. Et on est déjà à 24% de volume de matière en plus à isoépaisseur par rapport à une sphère. Et vous, quand on regarde un paquet de céréales, en fait, comme il faut une surface visible consommateur très importante en rayon, et ben finalement, si j'avais emballé le même volume d'un litre, et ben je me retrouve à près de 60% de matière en plus. Donc ça, c'est juste la surface frontale extérieure. En plus par rapport à l'objet le plus efficace. Et si je compare un cube avec un parallélépipédique comme on voit les paquets de céréales, on a 28% de différence. Si j'emballais un paquet de céréales, même volume, et ben je me retrouverais avec 28% de matière en moins dans mon emballage cubique. Par contre, la différence, c'est que j'aurai une perte de 256% de surface visible consommateur en rayon.
Donc il va falloir savoir jouer de ça. Et on peut avoir des industriels qui vont se démarquer, jouer des différences avec ça. Par exemple, vous avez les biscuits Michel et Augustin qui ont été emballés dans un petit cube en carton. Et justement, ça a créé la différence, ça a créé le petit truc en plus. Alors eux, ils l'ont pas fait dans une logique parce qu'ils mettent des biscuits ronds dans un carré. Mais ils ont créé cette distinction, cette différenciation qui permet de se démarquer. Donc on n'est pas obligé d'avoir la plus grande surface visible et c'est le marketing qui influence beaucoup les emballages et pas forcément toutes les autres options de protéger, etc., etc. Ensuite, on peut aller sur l'utilisation du produit. L'utilisation du produit, alors les industriels souvent disent ah c'est pas chez moi, c'est chez le client, c'est ailleurs, etc. Mais les enjeux peuvent être importants et dans la conception du produit ou dans la formation qu'on va donner aux consommateurs, on peut quand même essayer d'influencer les bons comportements pour essayer de réduire l'empreinte environnementale du produit en phase d'usage. Donc ça peut être des consignes sur la cuisson. Pourquoi faire préchauffer un four 20 minutes? Ce qu'on veut, c'est juste qu'il atteigne une température de consigne. On a tous des fours électroniques qui sont capables d'arriver à la température beaucoup plus rapidement que 20 minutes. Pourquoi ce 20 minutes traîne dans les consignes de chauffe? C'est parce qu'en fait, on avait des fours à gaz où on n'avait pas de thermostat. Donc l'industriel, pour être sûr que le four était à température, il prenait des marges dans tous les sens, suivant les technologies de four, et on y va. Aujourd'hui, ça ne devrait plus exister. On donne une température de consigne, le four l'atteint, et on est capable d'enfourner le produit tout de suite. Et on n'attend pas 15 minutes de plus que le four continue à chauffer, alors qu'il n'y a aucun intérêt, quoi. Ça peut être sur les consignes de conservation mieux expliquées pour éviter les gaspillages, les consignes en congélateur, en frigo, etc. Sur l'ouverture, sur qu'est-ce qu'on fait après l'ouverture. Est-ce que notre produit, par exemple, je ne l'ai pas consommé en entièrement, est-ce que je suis capable de le donner est-ce qu'il est apte pour des chats, des chiens, etc. On peut réfléchir à des choses comme ça. Si je continue un petit peu pour limiter le gaspillage. Pour terminer, donc limiter le gaspillage, il y a un vrai sujet gaspillage et le sujet est plutôt du côté du consommateur. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une volonté de ne pas gaspiller du consommateur. Plus on est en crise, plus l'économie est tendue, plus le consommateur veut optimiser ses achats et le gaspillage. On parlait du suremballage alimentaire tout à l'heure. Nous, quand on fait les tables rondes avec des consommateurs, on se rend compte, un des premières choses qu'on nous dit en termes d'insight, c'est je reviens de faire mes courses, la première chose que je fais, c'est que je jette une poubelle de suremballage et je viens de la payer. Donc, c'est mal vécu par le consommateur. Donc là, il y a effectivement des choses à faire dans le respect de tout ce qu'on vient d'entendre. C'est intéressant. Mais au niveau du gaspillage aujourd'hui, bon, il y a des initiatives au niveau du consommateur. Alors, là, c'est plutôt le gaspillage de la production. On a les gueules cassées, hein, c'est comme les produits moches. Pourquoi pas? C'est plutôt intéressant dans la mesure où les produits sont vendus moins cher. On a utilisé des produits qui allaient être jetés, qui n'étaient pas convenables, etc. Donc on les a récupérés, on les a eu moins chers. Donc on propose la transformation moins chère aux consommateurs. Ça me paraît être un bénéfice. Il y a un bénéfice de coût, un bénéfice de prix qui est associé au fait que on n'a pas gaspillé et tout ça est un double bénéfice. Le contre-exemple, c'est ça. C'est une start-up qui a lancé cette marque il y a 4 ans, je crois, oui, 4 ou 5 ans. Rebelle, une confiture réalisée avec des fruits et des légumes invendus, collectés auprès des marchés et des supermarchés. Tout ça pour lutter contre le gaspillage alimentaire, sauf que le prix de la confiture, c'est le prix d'une confiture très haut de gamme. Voilà. En disant on ne va pas gaspiller, donc ça vaut plus cher. Non, ça doit valoir moins cher. Il doit y avoir un bénéfice effectivement lié à ça. Et donc pour moi, c'est absolument le contre-exemple marketing d'une éco-conception produit, en tout cas sur le thème de l'anti-gaspillage. Donc voilà, on connaît les produits moches d'Intermarché, il y a eu tous les distributeurs étrangers ont copié l'idée, etc., qui fonctionne bien auprès du consommateur, sauf que là encore, il y a un problème d'approvisionnement parce que c'est difficile pour en volume, en tout cas pour un supermarché, une chaîne d'hypermarchés, d'avoir une logistique sur des produits convenables, en tout cas sur des produits non calibrés. Des produits donc en Angleterre qui sont proposés, donc les ugly products, les produits moches, qui sont proposés avec des imperfections et ces imperfections font toute la valeur ajoutée du produit parce que là aussi le produit est proposé moins cher. Enfin,
Anti-gaspi, c'est aussi dans le dosage du produit. Il y a beaucoup à faire pour permettre au consommateur de mieux doser pour moins gaspiller. Là, c'est donc Salakis qui propose des petits formats de 100 grammes. Ça n'existait pas. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce que je disais tout à l'heure avec Charal et son steak de 80 grammes. Là, c'est un petit format de 100 grammes qui permet de moins gaspiller. On n'a pas forcément besoin. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une utilisation optimum qui était faite. Alors, c'est vrai qu'au prix au kilo, il faut faire gaffe à ça. Il peut y avoir une légère différence, mais peut-être que le bénéfice pour le consommateur vaut ce prix légèrement supérieur au kilo. Comme la dosette chez Président, qui a créé ce produit en berlingot de 6,5 centilitres, uniquement dans un but de praticité pour le consommateur et d'anti-gaspi. C'est marqué sur le produit, format anti-gaspillage, parce que souvent on jette de la crème fraîche, on en jette souvent quand on utilise. Là, c'est une dosette pour une utilisation. Ok. Donc, je me présente, Loïs Moreira, ingénieur conseil au pôle éco-conception. Le pôle éco-conception est une association qui diffuse l'éco-conception à travers tout un tas d'activités. Donc, on a 3 activités principales, le transfert et l'accompagnement dans les entreprises. Donc, ça va de formation, ça va de la conférence de 5 minutes à la formation de plusieurs jours en éco-conception. On organise des accompagnements en entreprise aussi, plus pour dans les démarches d'initiation pour commencer à initier les projets d'éco-conception. Ensuite, on fait de la diffusion d'informations. Donc, vous avez pu voir le magazine qu'on produit en entrée. On a un site web aussi qui a un très bon référencement web sur l'éco-conception. Et on organise un colloque tous les 2 ans sur le sujet de l'éco-conception. Et enfin, le développement d'études et des guides. Donc, j'ai écrit un guide sur éco-conception en agroalimentaire, d'où ma présence aujourd'hui, mais j'en ai écrit sur d'autres sujets, réussir sa démarche d'éco-conception, d'événements. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait sur les emballages, et là, je suis en train de faire sur l'autodéclaration. Voilà. Et puis, on développe des outils pour accompagner les entreprises. Alors, donc je suis moi Xavier Terlet, je pilote le bureau XTC en France. XTC est un cabinet de conseil en innovation et en tendance alimentaire. On travaille essentiellement avec des entreprises agroalimentaires, que ce soit des groupes, que ce soit des PME et également des TPE par l'intermédiaire de structures relais comme Maison Verne peut en être une par exemple. Également, on a la chance de travailler aussi avec toutes les enseignes de distribution qui sont également des structures innovantes qui apportent des nouveaux produits sur le marché, par exemple les marques de distributeurs évidemment. Je donne un chiffre quand même, 21% en France des produits à valeur ajoutée nouveaux qui arrivent sur le marché sont des marques de distributeurs, donc c'est pas rien, c'est un produit sur 5. Et également, nous travaillons avec des institutions régionales et institutions nationales qui essaient d'aider les entreprises à développer leur business par l'innovation et par l'export également, sachant que pour nous l'export est évidemment une forme d'innovation. Exporter, c'est apporter un produit à un nouveau consommateur, et exporter, c'est forcément adapter un produit à un nouveau consommateur, et ça s'appelle de l'innovation. Donc l'activité d'XTC, c'est 3 domaines d'activité, si j'ose dire. Le premier, c'est la veille. On a créé une base de données, une database, une des 3 bases de données qui existent au monde en matière de nouveaux produits alimentaires. On recense tout ce qui est nouveau partout dans le monde. Alors les 2 autres, je peux les citer, c'est Mintel, GNPD, que vous connaissez peut-être, sont des Anglais, et une autre s'appelle Innova Marketing, qui est plutôt des Hollandais, Irlandais, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, et qui développe une base de données plutôt technique. Nous, notre base de données est essentiellement structurée autour de l'innovation et des nouveaux bénéfices consommateurs apportés. On recense partout dans le monde, en Chine, au Brésil, partout, tout ce qui se fait de nouveau, et tout ça est illustré dans la base de données. Nous analysons tout ça en termes d'évolution de tendance, par catégorie, par pays, comparant les tendances, l'évolution des tendances pour nos clients, pour lesquels nous faisons des cahiers de tendance, par exemple, et des études, un certain nombre d'études. Et enfin, la troisième
activité logique, si j'ose dire, c'est l'accompagnement en innovation, conseil en innovation, dans la mesure où basé avec une philosophie qui est ce que certains appellent un mot un peu compliqué. Les gens du marketing aiment bien les mots compliqués. Du benchmark, ça veut dire de l'observation de marché. Il est évident que par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit de santé, que ce soit de plaisir, que ce soit d'éco-conception, par exemple, il est évident que si on est dans une démarche de développement sur l'éco-conception, c'est peut-être intéressant de regarder ce que font d'autres dans d'autres pays, dans d'autres catégories confrontées à la même problématique. C'est apporteur d'idées, évidemment, et ça booste la créativité. Donc, on développe tous nos accompagnements et nos conseils en innovation à partir du benchmark. Voilà pour XTC.